Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Et voici qu'inéluctablement, le voile jeté sur le réel par la caste politico-médiatique se déchire, pan après pan, sous le poids toujours plus lourd des contradictions d'un ordre social en bout de course. Un à un, les mensonges destinés à masquer ces contradictions se révèlent pour ce qu'ils sont aux yeux des Français, leur laissant entrevoir l'ensemble des problèmes structurels qui menacent de les engloutir et dont la prise en compte, douloureuse mais nécessaire, constitue la première étape en vue de leur résolution. En cela, si 2024 a eu raison du mythe pourtant tenace de la stabilité de nos institutions, il semblerait bien qu'un autre mensonge n'ait pas non plus survécu à l'année écoulée, celui selon lequel, sous l'effet des politiques menées par Emmanuel Macron depuis 7 ans, la France serait en voie de réindustrialisation. Depuis la crise du Covid, ce mensonge était martelé avec vigueur, à grand renfort de chiffres manipulés, dont nous avions d'ailleurs parlé ici même dans le Fil d'Actu. Mais désormais, les données économiques sont telles que même notre président, pourtant rompu à l'exercice, se retrouve incapable de les tordre suffisamment pour entretenir son récit. Le mensonge de la réindustrialisation se dissipe, révélant une France vidée de ses moyens de production, et ce, dans un contexte géopolitique trouble où la survie des nations pourrait bien dépendre en tout premier lieu de leur capacité à subvenir seules à leurs besoins. Jusqu'où peut aller la guerre entre la Chine et les États-Unis ? Tous les deux font 6 à 700 milliards de dollars de business ensemble. Donc cet affrontement de guerre entre les États-Unis et la Chine n'est pas incompatible avec une Chine-Amérique qui s'entend sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, ils s'entendent pour piller l'Europe. Donc on se rend compte que la Chine pille la Russie en obtenant son pétrole à un prix extrêmement bas et on ne se rend pas compte du transfert de valeur qui a lieu d'Europe vers les États-Unis. Les patrons français guettent désespérément le retour de la stabilité politique et certains ont déjà pris les devants. Dans un baromètre européen publié ces derniers jours, ils sont 34% à investir cette année hors de France, c'est du jamais vu. Et leur pays de prédilection, eh bien, ce sont les États-Unis qui offrent des aides et des conditions très attractives pour les entrepreneurs français. L'entreprise française a inauguré son nouveau site il y a 4 mois, en présence du gouverneur de l'Ohio. Under my leadership, we are going to take other countries' jobs. Did you ever hear that expression before? Have you ever heard? That we're going to take other countries' jobs? It's never been stated before. We're going to take their factories, and we had it really rocking 4 years ago. Face à cela, eh bien évidemment, il y a des dossiers d'entreprise en difficulté, des annonces de fermeture de sites. Il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Des dizaines de milliers d'emplois, 100 000 emplois, c'est ce qu'on entend. C'est important de le savoir. Ici, je ne vais pas donner des chiffres. Alors, quelle est l'ampleur exacte de ce phénomène ? Comment la tendance générale à l'effondrement de la puissance industrielle française a-t-elle pu nous être cachée ? Peut-elle encore être inversée ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce fil d'actu afin de commencer l'année 2025 avec une vision assez claire de quelques-uns des défis qui se présentent à nous. Mais tout d'abord, nous prenons quelques secondes pour vous rappeler que le fil d'actu est un média 100% indépendant qui ne vit que du soutien de son public. Aussi, si l'analyse que nous nous apprêtons à partager vous semble enrichissante, nous vous inviterons à la fin de cette vidéo à devenir vous aussi contributeur de l'émission à hauteur de quelques euros par mois via notre page de financement participatif Tipeee dont le lien est accessible dès maintenant sous cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, pas d'inquiétude, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir en fin d'émission. En attendant, place à l'info et place à la réflexion. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. J'ai sauvé les usines, j'ai sauvé les restaurateurs, j'ai sauvé les hôteliers, j'ai sauvé le monde de l'événementiel, j'ai sauvé des emplois, des compétences, la filière aéronautique. Moi, je suis fier d'avoir sauvé Renault, 5 milliards d'euros de prêts qui ont été avancés. Je suis fier d'avoir sauvé Air France, des milliards d'euros de prêts garantis par l'État qui ont été avancés. Mais évidemment, comme on dit en bon anglo-saxon, there is no free lunch. Il n'y a rien de gratuit. Aujourd'hui, on annonce un nombre d'investissements étrangers record. 13 milliards d'euros investis, plus de 8000 emplois sur le terrain. Les 3/4 de ces investissements et de ces emplois, ils sont hors Paris. C'est la France entière qui est ainsi changée. Le calendrier est là, les choses avancent, on réindustrialise et on attire. Donc non, ça n'arrête pas parce que les investisseurs voient la force de ce qu'on a fait. En fait, ça fait 2 ans de suite que la France ouvre beaucoup plus d'usines qu'elle n'en ferme. En 2021, c'était 3 fois plus. En 2022, c'est 2 fois plus. À ce rythme-là,
on aura réindustrialisé la France dans les 5 à 10 ans qui viennent. Depuis l'élection de Emmanuel Macron en 2017, entre 2017 et 2022, il a redressé le pays. On approche le plein emploi. Nous avons créé 2 700 000 emplois industriels. Ça n'était plus arrivé depuis les années 80. Quand en 83, la France commence à se désindustrialiser, il faut des années pour réindustrialiser un pays. L'emploi industriel, c'est de l'emploi pérenne, c'est de l'emploi relocalisé, implanté, durable. On a conjuré des décennies de désindustrialisation. On a mis fin à cette période. Maintenant, on doit accélérer, aller beaucoup plus loin. On pourrait rappeler que pour la première fois depuis 40 ans, nous rouvrons des usines dans notre pays. 201 usines qui ont été ouvertes depuis 2017. Et que la France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Ça, ce sont des faits. Donc, ce n'est pas le lieu ni l'heure de faire le bilan, mais puisque vous employez ce terme, je rappelle qu'un bilan, il doit être complet, pas partiel. Le 10 janvier 2025, l'Institut national des statistiques et des études économiques publiait ses dernières données relatives à l'état de l'industrie française. Des chiffres qui font mal, puisque sur la période allant de septembre à novembre 2024, la dernière prise en compte dans les calculs, la production industrielle enregistrait un recul de 0,9% par rapport à la même période sur l'année précédente. La chute de la seule production manufacturière, soit celle des biens transformés, était-elle plus brutale encore puisqu'elle dépassait, toujours selon l'INSEE, les 1,4%. Un chiffre masquant lui-même d'importantes disparités entre les branches, certaines pourtant aussi importantes que l'industrie équipementière, l'industrie chimique ou l'industrie automobile, allant jusqu'à s'écrouler de 3,1% pour la première, de 5,7% pour la deuxième, ou même de 13,4% sur un an concernant la dernière, l'automobile. Calculés sur la base d'un ensemble de données harmonisées à l'échelon européen, ces chiffres, ceux de l'indice de production industrielle, ne font certes que dessiner une tendance générale, mais qui n'en touche pas moins l'économie réelle. Ainsi, si nous ne disposons pas encore de toutes les données de 2024, celles d'ores et déjà communiquées par l'INSEE donnent toutes les raisons de penser que sur l'ensemble de l'année écoulée, la valeur ajoutée en volume produite par l'ensemble du secteur de l'industrie restera non seulement toujours bien en deçà des niveaux qu'elle pouvait atteindre avant la crise du Covid, mais surtout qu'elle sera inférieure à celle dégagée en 2023. En d'autres termes, sur une année, la richesse totale, corrigée de l'inflation issue de l'activité industrielle en France, aura purement et simplement diminué. Or, la mauvaise santé de l'industrie française que ces chiffres traduisent ne sera pas pour surprendre quiconque s'intéresse un tant soit peu à l'actualité économique, les chiffres de l'INSEE ne faisant que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Depuis l'été 2024, en effet, un ensemble de signaux faibles laissait entrevoir une très nette tendance à la contraction de l'activité dans tout le secteur secondaire. Fermeture de sites, destruction d'emplois, recul des investissements, faillite, climat des affaires en chute libre, usines tournant en sous-utilisation de leurs capacités. Notre industrie est clairement à la peine. Et depuis quelques mois d'ailleurs, la presse, d'abord spécialisée puis généraliste, n'hésite plus à pointer du doigt le phénomène pour en conclure que la réindustrialisation, voie sur laquelle la France s'était apparemment engagée depuis 2017, est désormais à bout de souffle. Pire, pour les journalistes du Monde, nous pourrions carrément être confrontés à un retour de la désindustrialisation, ou à minima, pour leurs plus prudents confrères du Figaro, à la réapparition du spectre du retour de la désindustrialisation, et ce, quoique cette formule particulièrement alambiquée puisse bien signifier. Le problème ici, c'est qu'en présentant les choses de cette manière, la presse continue d'entretenir l'une des plus grosses mystifications politiques de la décennie, et ce faisant, prive ses lecteurs de toute possibilité de comprendre les difficultés réelles auxquelles notre pays fait face. Car, dans les faits, il n'y a jamais eu en France la moindre réindustrialisation, coïncidant avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. N'en déplaise à certains, la réindustrialisation de la France n'est jamais qu'un mensonge construit de toutes pièces par notre président et ses collaborateurs au tournant de l'année 2020. Vous vous en souvenez, l'année 2020, le monde est alors en proie à un virus inconnu venu de Chine et la France découvre sidérée que ses personnels hospitaliers et médicaux, confrontés à des pénuries de matériel, se retrouvent contraints d'aller travailler sans masque au contact des malades avec des sacs poubelles en guise de blouse. Et pour cause, depuis plusieurs années maintenant, toute la production de matériel médical qui existait sur notre territoire a été délocalisée au bout du monde, là où elle coûtait moins cher.
En pleine crise sanitaire, les pays qui avaient jusqu'alors accepté de nous servir d'atelier décident subitement de faire passer leurs besoins avant les nôtres et de conserver leurs stocks plutôt que de nous les livrer. De leur côté, confrontés aux conséquences concrètes de l'abandon de la production industrielle, les Français comprennent vite que cet abandon n'était pas le signe de progrès que les politiques et intellectuels leur avaient vendu depuis des décennies. Dans un monde où tous les échanges par la force des choses se retrouvent à l'arrêt, le contrôle sur la production redevient aux yeux de tous l'enjeu majeur qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. À partir de là, la question d'une nécessaire réindustrialisation de la France commence à se poser, et de manière de plus en plus crue. Et ce, d'autant plus qu'une fois la crise du Covid passée, les querelles géopolitiques entre un empire américain sur le déclin et des pays émergents lui contestant son leadership sur le monde se mettent à leur tour à peser sur les échanges internationaux. Dans ce contexte, cette question devient bien sûr un enjeu pour les politiques, qui, s'ils souhaitent conserver leur place, ont tout intérêt à montrer qu'ils agissent pour une France forte, indépendante, à même de répondre aux besoins de sa population. Mais rapidement, une difficulté apparaît. C'est que la désindustrialisation de la France n'est pas un simple dommage collatéral des politiques économiques menées depuis 50 ans qu'il serait possible d'effacer par de petits ajustements à la marge. Elle est au contraire intimement liée à la mise en œuvre de ces politiques, spécifiquement conçues pour accroître les taux de profit des propriétaires d'usines, précisément en délocalisant ces dernières à la faveur de la levée de toutes les entraves à la libre circulation des capitaux, des biens, des personnes et des services. En conséquence, sans remise en cause profonde de la place de la France dans l'ordre économique international, elle-même impossible, sans réorganisation de toute la société autour d'autres intérêts que ceux ayant prévalu jusqu'alors, pas de réindustrialisation possible pour notre pays. Qu'à cela ne tienne, puisqu'il est attendu d'Emmanuel Macron qu'il réindustrialise la France, mais qu'il lui est impossible de le faire pour des raisons matérielles, notre président va, comme d'habitude, tout simplement faire semblant. Comment? En utilisant les moyens qu'il affectionne. Effet d'annonce, gaspillage d'argent public, manipulation de chiffres. Pour commencer, il proclame que la réindustrialisation est désormais l'une des priorités de son quinquennat. Pour l'impulser, il annonce ensuite en grande pompe, devant des parterres de journalistes et de start-upers, une série de grands plans, France Relance, France 2030, supposés soutenir ou transformer l'économie sous la supervision d'organismes publics créés pour l'occasion. Dans les faits, ces structures ne servent guère qu'à drainer de l'argent public afin de recaser quelques copains, dont un certain François Bayrou, à la tête d'un haut commissariat au plan, dont on peine encore 5 ans après sa création à comprendre la mission exacte, et de publier une poignée de rapports destinés à justifier leur existence. Rapports qui finiront tous au fond de quelques placards, sans doute avec les cahiers de doléances lancés suite au mouvement des Gilets jaunes. Quant aux grands plans en eux-mêmes, il ne s'agit la plupart du temps que d'agglomérer sous une même marque un ensemble de mesures de soutien éparses à tel ou tel secteur, certaines déjà décidées depuis longtemps, mais qu'à cela ne tienne, c'est là l'occasion d'en parler à nouveau et de faire croire à l'existence d'une seconde mesure de soutien et d'autres que l'on attend toujours. Des mesures décidées selon la lubie du moment, sans la moindre cohérence ou encore en récompense des pressions exercées par tel ou tel groupe d'intérêt. On pensera ici bien sûr aux investisseurs de la mal nommée finance verte, toujours financés à coups de milliards d'euros d'argent public, allègrement distribués contre éventuellement de vagues promesses de création d'emplois dont personne ne prendra la peine de s'assurer des retombées, ni même de la réalité effective. Car, dans le fond, qu'importe si les plans de relance n'ont, comme c'était à prévoir, aucun impact sur l'état réel de l'industrie, il suffit alors de tordre les chiffres, d'en modifier la signification, d'exagérer l'importance de certains au détriment d'autres, voire d'en inventer de toutes pièces pour prouver, s'il en était besoin, que la politique menée porte ses fruits, que la réindustrialisation est bien là, en tablant sur le fait qu'aucun journaliste n'aura le courage, la volonté ou les capacités intellectuelles suffisantes pour contester le récit présidentiel. Un récit pourtant grossier dans lequel le nombre d'ouvertures nettes d'usines constitue en soi un signe de réindustrialisation. Et tant pis si les usines qui ouvrent sont plus petites, emploient moins de monde et ont une production nettement moins stratégique que celles qui ferment. Un récit où l'on se félicite du nombre d'investissements réalisés sur notre sol sans même s'intéresser à l'évolution des sommes investies. Un récit qui implique de modifier les définitions officielles de l'emploi salarié pour y inclure les contrats d'apprentissage, afin de faire croire à un boom des embauches, là où il n'y a en réalité que soutien accru à l'alternance, financé
par les contribuables, cela va sans dire. Et nous n'allons pas davantage détailler ici toutes ces manipulations, car nous l'avions déjà fait en juillet 2023 dans une vidéo qui y était dédiée. Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons donc à aller visionner cette vidéo, vous trouverez le lien en description sous celle-ci. En 1 an et demi, rien n'a changé. Les choses ont simplement continué. De la même façon, dans le silence complice de tous les relais d'opinion, reprenant sans le moindre recul les éléments de langage présidentiel, et cette idée qu'à compter de 2017, la France avait arrêté de se désindustrialiser pour s'engager sur la voie de la réindustrialisation, toutes les voies prétendant le contraire étant bien entendu manipulées ou malhonnêtes ou peut-être même, qui sait, à la solde de la Russie. Sauf qu'en réalité, cette inversion de tendance n'a jamais eu lieu, tout simplement parce que, comme nous l'avons vu, il ne pouvait en être autrement. Engagée dans les années 70, la désindustrialisation de la France est un phénomène de long terme, fruit de processus historiques complexes, ce que l'on appelle couramment financiarisation et mondialisation de l'économie, et de l'organisation mondiale de la production et des échanges qui en a découlé. Or, les phénomènes de long terme, fruits de processus historiques complexes, s'ils n'adviennent pas par hasard et ne s'inversent jamais subitement par l'opération du Saint-Esprit, ni celle d'Emmanuel Macron, ne suivent pas pour autant une trajectoire linéaire. Selon le contexte, ils peuvent connaître des phases de ralentissement et d'autres d'accélération. Mais ce n'est pas parce que la désindustrialisation d'un pays sous le poids de contradictions structurelles connaît un ralentissement pendant 2 années consécutives, ou qu'une aide temporaire de l'État destinée à absorber les effets d'une pandémie vient favoriser l'embauche de quelques milliers de personnes en vue de moderniser le parc informatique des quelques usines encore présentes sur le territoire, que l'on peut parler de rupture avec les 50 années précédentes, au cours desquelles la quasi-totalité de notre industrie a foutu le camp en Chine ou en Pologne, où des millions d'ouvriers français se sont retrouvés sur le carreau, et où la part des biens made in France dans la consommation intérieure est passée de 82% en 1965 à peine 38% en 2019. 2019, année d'ailleurs où notre industrie a pourtant officiellement battu des records de chiffre d'affaires sous l'ère Macron, atteignant des niveaux que malgré tous les beaux discours, malgré tous les beaux plans de soutien, malgré toutes les belles statistiques, nous n'avons jamais retrouvé depuis que la crise du Covid est venue nous rappeler l'importance de la production et que nous ne sommes manifestement pas prêts de retrouver. Car, fatalement, quand le mensonge représente un mode de gouvernance par défaut, il arrive un moment où tous les efforts fournis pour rejeter la réalité sous le tapis finissent par devenir vains. Arrive un moment où cette réalité devient telle que vous avez beau financer à tour de bras des contrats d'apprentissage maquillés en contrats de travail, la mauvaise santé du secteur finit quand même par faire chuter les chiffres de l'emploi. Et que même le chiffre anecdotique que vous vous étiez donné du mal à trouver pour appuyer votre récit, au hasard celui du nombre net d'ouvertures d'usines par an, finit par se retourner contre vous. Il arrive un moment où le voile se déchire, où l'illusion se dissipe, où tout le monde se rend compte que vous avez menti et où même la presse se détourne de vous et fait ses titres sur la réapparition du spectre du retour de la désindustrialisation pour mieux faire oublier son propre rôle de caisse de résonance de vos mensonges, loyalement joués durant de longues années. Alors se dessine aux yeux de tous une France malade, affaiblie, appauvrie, dont vous avez fait croire jusqu'au dernier moment qu'elle n'avait jamais été aussi en forme, exactement comme dans cette célèbre case de Tintin au pays des soviets, où des journalistes étrangers s'extasient devant des usines ultramodernes, symboles du miracle soviétique, et dont notre héros découvre qu'elles ne sont en réalité que des décors de cinéma, derrière lesquels des figurants tapent sur des tôles afin de donner l'illusion d'une activité intense. Et le pire dans tout cela, c'est que si la crise du Covid a rappelé au monde entier le rôle fondamental de la production et la nécessité pour les nations de maîtriser cette dernière sans avoir à dépendre de puissances extérieures, depuis cette nécessité n'a fait que se confirmer chaque jour avec un peu plus de force. Et tandis qu'en France et de manière générale dans l'ouest de l'Europe, mais ce n'est pas le sujet du jour, nos dirigeants politiques jouaient à la réindustrialisation, au sein des grandes puissances économiques, on agissait de manière très concrète pour sécuriser une production nationale et assécher celle de ses concurrents, chacun avec les armes à sa disposition. Aux États-Unis, par d'énormes plans d'investissement dans l'industrie et dans la tech, soutenus par la multiplication des mesures protectionnistes et financés par les pays extérieurs grâce aux privilèges conférés par la suprématie du dollar. Et en Chine, grâce à une politique d'exportation extrêmement agressive, permise par l'engagement direct de la puissance étatique aux côtés des entreprises nationales, après que celle-ci est passée des années à récupérer les technologies occidentales, transférées par l'Occident lui-même en échange de vagues promesses jamais tenues de débouchés commerciaux. Deux attitudes conquérantes de la part des deux premières puissances mondiales,
qu'en France, la presse n'a eu de cesse, et continue encore aujourd'hui, de moquer à rebours de tout bon sens, que ce soit en pointant du doigt ces idiots d'Américains prêts à confier les rênes de leur gentil pays à des fous comme Donald Trump ou Elon Musk, qui parlent d'annexer le Groenland pour s'en approprier les ressources, ou en expliquant très sérieusement à qui veut l'entendre que les records d'exportation annuels encore atteints par la Chine en 2024 constituent en réalité un signe avant-coureur de son déclin imminent. Oui, nous sommes très sérieux. Jusqu'où peut aller la guerre entre la Chine et les États-Unis? Tous les deux font 6 à 700 milliards de dollars de business ensemble. Donc cet affrontement de guerre entre les États-Unis et la Chine n'est pas incompatible avec une Chine-Amérique qui s'entend sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, ils s'entendent pour piller l'Europe. Donc on se rend compte que la Chine pille la Russie en obtenant son pétrole à un prix extrêmement bas, et on ne se rend pas compte du transfert de valeur qui a lieu d'Europe vers les États-Unis. On achète du gaz naturel liquéfié à 5 à 10 fois le prix qu'on payait à Poutine, que nos logiciels d'intelligence artificielle vont nous être facturés une fortune, parce que nous avons 7 mercenaires qui mettent 250 milliards de dollars par an dans ces logiciels qui pour l'instant hallucinent, on va nous le facturer un jour. Et puis vous rajoutez l'IRA, le programme fiscal qui fait que l'Europe se réindustrialise, non pas en Europe mais aux États-Unis, et vous comprenez que nous avons un transfert de valeur sans précédent. Mais il ne faut pas en vouloir aux États-Unis, il faut en vouloir qu'à nous-mêmes. Vous parlez, c'est quoi la différence entre la France et la Chine et les États-Unis? Il y a un truc qui est un peu différent en Chine, c'est par exemple le président chinois, il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait Sciences Po, alors il n'a pas fait normal comme Macron d'ailleurs, il est ingénieur. Et en fait, c'est le cas de tous les présidents chinois, ils sont tous ingénieurs. Et dans le parti, il y a beaucoup d'ingénieurs. En fait, c'est un pays qui est dirigé par des ingénieurs, ce qui était le cas de la France à l'époque. Vous prendrez d'ailleurs le grand-père de l'Antoine Armand, Louis Armand. On avait des ingénieurs, en fait, qui dirigeaient notre pays. La reconstruction, les plans quinquennaux, les 30 Glorieuses, ça s'est pas fait avec des énarques, hein, ça s'est fait avec des ingénieurs. Quand vous sortez d'une grande école d'ingénieurs en France, Polytechnique Centrale, vous avez le choix entre aller chez EDF et aller dans une banque et payer 2 à 3 fois plus. Bon, manque de peau, les gens ils vont dans les banques, donc au lieu de trouver des solutions, ils créent des problèmes. Et d'une certaine manière, cette réaction, mélange de dédain, d'incrédulité et de sentiment de supériorité morale, en apparence absurde, constitue la parfaite illustration de la faillite de nos élites, incapables de saisir les enjeux de la période et de s'adapter aux bouleversements profonds qui accompagnent la fin de leur ordre. Car, tant que les choses allaient relativement bien, que les contradictions de l'ordre social et économique n'étaient pas trop apparentes, politiques et intellectuels pouvaient se permettre de ne rien faire, de ne produire aucune idée nouvelle, de ne prendre aucun risque, de se contenter d'accompagner le mouvement général, en ayant pour se distinguer de leurs homologues qu'à emprunter à la communication politique, la compol, de quoi incarner tel ou tel beau principe ou se faire le porte-voix de telle ou telle sous-catégorie de la population. D'une certaine manière, il n'y a même pas à blâmer Emmanuel Macron pour avoir fait semblant. Depuis qu'il est né, la politique se résume à cela, et il n'est au final que le pur produit de son époque. Le souci, c'est que cette époque est aujourd'hui terminée. Pris dans l'effondrement d'un modèle, nous ne pouvons plus nous permettre le luxe d'être gouvernés par de mauvais acteurs nous rejouant toujours la même pièce de théâtre. Pour s'en sortir, les nations occidentales ont besoin de dirigeants capables de saisir les changements en cours et de chercher les moyens, forcément inédits, dans la mesure où situation identique ne s'est jamais présentée dans notre histoire récente, de s'y adapter, de les surmonter, en faisant preuve d'audace et en ayant toujours pour boussole l'intérêt national, quitte en essayant à méchamment se planter, ce qui est toujours mieux que de rester tétanisé. Malheureusement, en France tout au moins, la classe politique est incapable de fournir de tels dirigeants, que ceux-ci émanent directement d'elle ou du vivier de notables dont elle se nourrit et que l'on nomme société civile. Soit parce que ses membres ont des intérêts tels qu'ils préfèrent mourir avec leur système plutôt que de chercher à en modifier les bases, soit parce qu'ils sont simplement trop bêtes, trop décalqués, trop occupés à courir derrière des rentes électorales pour être capables de faire ce que l'on serait en droit, en tant que peuple, d'attendre d'eux. Alors, si l'année 2024 a vu mourir un certain nombre de mensonges et d'illusions, quelque part, tant mieux. On ne peut que s'en réjouir, aussi douloureuse soit la réalité. Mais pour que tout cela ne soit pas vain, 2025 devra être l'année où les réponses commencent à émerger, où nous cesserons tous de suivre les politiques dans leurs querelles stériles sur des sujets anecdotiques pour nous demander comment la France pourrait renouer avec la puissance et l'autonomie. De toute manière, les secousses géopolitiques, dont l'année s'annonce déjà très riche, pour le meilleur ou pour le pire, ne feront que renforcer chaque jour un peu plus la nécessité de mener ce travail à bien, sous peine
de nous retrouver effacés de l'histoire. Certes, l'enjeu est de taille, et il y a de quoi rester saisi devant l'ampleur de la tâche. Mais au moins, y travailler est-il plus stimulant, plus gratifiant, et surtout plus constructif que de rester spectateur de la chute de notre pays qui, n'en déplaise à certains, n'a pas nécessairement dit son dernier mot. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que le sujet traité vous a intéressé. Au fil d'actu, nous sommes convaincus que la capacité d'un pays à produire de la richesse, à commencer par ce dont sa propre population a besoin, est la condition de sa puissance, et donc de sa survie, tout particulièrement lorsque la situation internationale se tend, comme maintenant, et que chaque nation se recentre sur ses propres intérêts, comme maintenant. Sur les questions politiques, il est permis de discuter de tout, mais à un moment, si la base n'est pas assurée, si le pays ne vit que du bon vouloir des puissances extérieures, alors vous ne pouvez absolument rien faire, et vous êtes condamné à le voir s'affaiblir, s'appauvrir, et pour finir par s'effondrer. Et ici, nous préférerions que tel ne soit pas le destin de la France. Si vous êtes d'accord là-dessus avec nous, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à faire connaître notre travail à votre entourage. Surtout, si vous pensez qu'il le mérite, nous vous invitons à le soutenir à hauteur de vos moyens via notre page de financement participatif Tipeee, dont le lien disponible en description sous cette vidéo s'affiche actuellement sur vos écrans. Nous vous le disions en début d'émission, vous vous en doutez certainement, pour pouvoir mener les réflexions qui sont les nôtres, nous avons besoin de rester 100% indépendants, c'est-à-dire de ne toucher aucune subvention publique ni aide à la presse, de ne faire la publicité d'aucune marque et de n'avoir derrière nous aucun riche mécène. Car autrement, il serait très facile de nous forcer à suivre telle ou telle direction, de changer notre ligne éditoriale en nous tenant par l'argent et de nous faire servir tout simplement d'autres intérêts que ceux de la France. L'indépendance, c'est la condition de la liberté, et pour nous, comme pour la France, ce n'est pas négociable. La contrepartie de cela, c'est que pour pouvoir exister dans l'espace médiatique, nous avons besoin de vous et de votre soutien. Aujourd'hui, si le fil d'actu existe, c'est uniquement grâce à son public, et tout particulièrement grâce aux tipeurs qui chaque mois nous financent à hauteur de quelques euros. Donc merci infiniment à vous, les tipeurs, les anciens comme les nouveaux, sans qui, encore une fois, cette chaîne n'existerait tout simplement pas. Merci de rendre cela possible encore pour cette nouvelle année, et on l'espère pour de nombreuses années encore. Et si vous aussi, qui nous regardez, vous souhaitez faire vivre le fil d'actu en devenant tipeur de la chaîne, et que vous en avez les moyens, c'est bien entendu possible. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur notre page Tipeee, dont le lien se trouve en description sous cette vidéo, puis de choisir une des formules de soutien proposées ou d'entrer un montant libre pour un type unique ou régulier, puis de vous laisser guider par la plateforme. On vous dit merci d'avance pour votre contribution et bienvenue dans l'aventure. Pour conclure, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, mais surtout ça améliore le référencement de la vidéo et donc la visibilité de la chaîne. Et c'est donc un véritable moyen de nous aider. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donner votre avis en commentaire, ajouter des compléments à ce que nous développons dans cette vidéo et discuter entre vous du sujet en prenant le temps de chercher à vous comprendre. Pensez enfin à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux X, Instagram ou Facebook afin d'être sûr de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe du Fil d'Actu, une très bonne année 2025 et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission qui donne du sens à l'information.